Quand est-ce que vous croyez que ces émeutes vont finir par s'arrêter d'elles-mêmes ? Je souhaite qu'elle s'arrête le plus rapidement possible parce que les premiers à souffrir de ces émeutes, c'est d'abord les habitants des quartiers populaires qui voient parfois leur école, leur mairie, leur centre social pris à partie. Mais je veux aussi dire que si vous mettez un couvercle sur une cocotte minute et que la soupape ne fonctionne pas et que le feu continue à brûler en dessous, alors ça reviendra plus tard et que à la fin, un retour à la normale n'est pas forcément faisable, possible, quand la normale elle-même n'est plus acceptable, quand la situation dans ces quartiers populaires est explosive en réalité après des années d'abandon, de services publics et des violences policières qui deviennent insupportables pour beaucoup de gens. Comment nommez-vous ce à quoi on vient d'assister ces derniers jours ? C'est une bonne question. Je sais qu'il y a un débat entre émeutes, révolte, soulèvement, violence. C'est peut-être un mélange de tout ça, en réalité. Et je ne crois pas au débat de ceux qui disent c'est pas du tout politique ou tout est politique. Évidemment, il y a de la politique là-dedans. Et évidemment, il y a aussi des excès de violence qui sont insupportables et qui n'ont jamais été notre méthode d'action politique. Maintenant, si l'on veut revenir au calme, vous savez, le calme, l'apaisement, beaucoup en parlent. D'autres font tout l'inverse, au contraire, en alimentant le feu, en disant qu'il n'y a pas de racisme dans la police, comme le préfet de Paris. Et puis, le calme, pour y revenir, il faut d'abord et avant tout des solutions politiques, et c'est ce sur quoi aujourd'hui on devrait être concentré. Alors, sur votre blog, vous dites, je vais vous citer, que le meurtre de Nahel n'est pas un cas isolé ou une bavure policière conjoncturelle, mais qu'il est le résultat de choix politiques qui affectent prioritairement les corps des personnes racisées. Est-ce que vous dénoncez par ces propos ce qu'on appelle un racisme d'État ? Je dénonce un racisme dans la police, et d'ailleurs je ne suis pas la seule. Vous avez sans doute vu la semaine dernière les Nations Unies qui ont pointé du doigt un racisme systémique dans la police. La réalité, et c'est d'ailleurs des statistiques qui viennent du Défenseur des droits en France, c'est que quand vous êtes un jeune noir ou arabe en France, vous avez 20 fois plus de chances de vous faire contrôler par les forces de l'ordre. La réalité, c'est qu'à la suite de la loi de 2017, la loi Cazeneuve, qui donne de facto un permis de tuer aux forces de l'ordre, c'est-à-dire de faire usage de leurs armes pour un simple refus d'obtempérer, alors le nombre de personnes qui ont été visées par des tirs a explosé, a été multiplié par 5. Donc oui, il y a un problème qui est issu de choix politiques, et donc il faut s'attaquer à ces choix politiques, à la fois contre le racisme dans la police, avoir une tolérance zéro et des récépissés, et de l'autre, abroger la loi de 2017 pour enlever ce permis de tuer aux forces de l'ordre. Alors, vous dites aussi dans cette même note sur votre blog, je vous cite à nouveau, ces jeunes sont considérés comme des ennemis a priori, ils sont tuables. Vous dites ils sont tuables, c'est un propos assez effrayant tout de même. C'est ce qui s'est passé pour le jeune Nahel. Oui, mais vous dites ça comme si finalement tout jeune racisé, pour reprendre vos termes, était potentiellement tuable par un policier à qui l'envie en prendrait. Bien, en fait, c'est pas une question d'envie, c'est une question de fait et de ce qui s'est passé. Et donc, si l'on regarde ces dernières années, oui, les jeunes racisés sont beaucoup plus la cible des forces de l'ordre. C'est un fait, c'est un constat. Est-ce que l'ensemble des forces de l'ordre, est-ce que l'ensemble des policiers sont racistes ? Non. Mais il y a aujourd'hui un problème systémique. C'est minoritaire tout de même, selon vous, au sein de la police ? Alors, quand vous êtes un jeune noir arabe et que vous avez 20 fois plus de chances de vous faire contrôler, on ne parle pas quand même d'un problème minoritaire. On parle quand même d'un problème qui a été trop longtemps toléré par les autorités de notre pays. Et quand on a un syndicat, le syndicat majoritaire dans les forces de l'ordre, le syndicat Alliance, qui, dans un communiqué cette semaine, se dit en guerre, traite les concitoyens qui sont censés protéger de nuisibles. C'est des émeutiers qu'il parlait lorsqu'il parlait des quand on parle des gens et que de nuisibles, c'est-à-dire comme des cafards qu'il faut mettre hors d'état de nuire, et que le premier syndicat de police en France appelle à la résistance contre l'État. Ce sont leurs termes, résistance contre l'État. Alors oui, on a un problème, on a un syndicat qui est factieux, et moi je vais vous dire, je suis choquée que le gouvernement n'ait pas réagi à ce communiqué du syndicat qui jette de l'huile sur le feu. Ce d'autant plus qu'on n'est pas au premier fait d'armes du syndicat Alliance. Et je pense que c'est
inacceptable dans un cadre d'état de droit d'avoir une police qui n'est pas républicaine, mais qui est l'objet de syndicats factieux, comme c'est le cas du syndicat Alliance. Alors vous dites qu'on ne sortira de cette violence que par des réponses politiques, mais ce mouvement n'est pas structuré, il n'y a pas d'interlocuteur identifié, il n'y a pas à proprement parler de revendications. Quand vous voyez par exemple ce qui est arrivé au député de la France Insoumise, Carlos Bilongo, à Nanterre, agressé, insulté alors qu'il venait exprimer son soutien, dans ces conditions, comment vous faites pour établir le dialogue ? Le dialogue, c'est la même chose que le retour au calme, il se décrète pas, il se construit. Il se construit par un investissement dans les quartiers populaires. Quand vous avez un investissement dans les éducateurs, mais Carlos Bilongo, il est à écoles, l'écoute des quartiers populaires. Il va bien leur sûr, dire qu'il les comprend. Mais soyez pas dupes qu'il a été... alors d'abord, c'est un épiphénomène et qu'il a été pris comme un représentant de l'État. Mais d'abord, je veux saluer les maires, les élus des quartiers populaires, qui sont beaucoup d'élus de gauche et qui d'ailleurs, si on les avait écoutés depuis des années. Je prends un exemple. Ali Rabé, maire de Trappes, qu'on a beaucoup entendu à juste titre ces derniers jours. Mais il dit une chose très juste. Et les gens qui sont élus des quartiers populaires disent une chose très juste. Ne nous invitez pas juste quand ça brûle. Invitez-nous tout le reste de l'année. Des solutions et des propositions politiques, on en a beaucoup. Pourquoi le plan Borloo, qui était un plan qui est... D'ailleurs, il n'est pas de mon bord politique, Monsieur Borloo, mais qui a proposé un plan pour les quartiers populaires. Il a été jeté à la poubelle par le président de la République, ignoré, parce que le président de la République n'a que faire des quartiers populaires, parce que les services publics ont déserté les quartiers populaires, parce qu'aujourd'hui, le taux de pauvreté, il est 2 fois plus élevé, non, même 4 fois plus élevé que le reste de France. Le taux de chômage est 2 fois plus élevé. Ces quartiers, on les a abandonnés depuis des années. Pour rétablir un dialogue, il faut... faire le choix que ce ne soit plus des quartiers oubliés de la République, mais qu'enfin on écoute les élus locaux, les associations, qu'on leur donne des moyens, qu'on arrête de supprimer les contrats aidés dont les associations ont payé le prix. Voilà des réponses politiques très claires qui permettront de remettre ces quartiers à la place qu'ils méritent, c'est-à-dire au centre des politiques publiques. Alors, il nous reste peu de temps, je voudrais vous poser encore 2 questions. La position de LFI, vous avez employé le terme de factieux tout à l'heure à propos du syndicat Alliance. Éric Ciotti l'a employé pour parler de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon n'a pas commis une erreur en demandant aux émeutiers de ne pas incendier les écoles et les bibliothèques, mais en ne citant pas aussi peut-être les commissariats ou les mairies ou les casernes de pompiers? Non mais sérieusement, le procès qui est fait à la France Insoumise, je vais vous le dire, il est insupportable. Vous voulez qu'on fasse la liste de tout ce qui ne doit pas être incendié, et dans ce cas-là, je vais utiliser tout le temps restant de l'interview. Est-ce que les mairies, c'est pas une priorité ? Mais évidemment que ni les mairies, ni les écoles, mais je vais vous dire, ni votre logement, ni la table, ni la chaise sur laquelle je suis assise ne doivent être incendiées. Mais sérieusement, est-ce que vous pensez que c'est Jean-Luc Mélenchon qui a tiré sur le jeune Naël ? Est-ce que c'est Jean-Luc Mélenchon qui a abandonné les quartiers populaires ? La violence, on n'y a jamais appelé, et je pense qu'on n'a pas à rougir de la position qui a été la nôtre. Et 45 000 hommes dans les quartiers peinent, 45 000 policiers peinent à faire revenir le calme. Est-ce que ce serait la faute de Jean-Luc Mélenchon ? Maintenant, ça suffit. Rapidement, l'Association des maires de France a lancé un appel aux citoyens et aux élus à se rassembler aujourd'hui devant les mairies partout en France, après ce qui s'est passé dimanche à l'Aile-et-Rose où on a tenté d'incendier la maison du maire. Est-ce que les élus de la France Insoumise vont répondre à cet appel ? Les élus de la France Insoumise, ils sont comme tout le monde choqués par l'attaque et le ciblage des élus. Choqués aussi par l'attaque du maire de l'Aile-et-Rose, à qui je veux exprimer toute ma solidarité, tout mon soutien. Et donc les élus de la France Insoumise se rendront là où c'est possible. Mais surtout, les représentants de la France Insoumise appellent à ce que l'on écoute ces élus des quartiers populaires qui demandent des réponses politiques depuis maintenant très longtemps. Merci Manon Aubry. Merci à vous. Bonne journée.